5 minutes de débat et d'analyse sur les grands titres d'actualité. Voici rapidement les sommaires de votre magazine. Face à face, Kabila et Minier. En tout cas, la rencontre de tous les enjeux n'a pas eu lieu hier. Elle aura peut-être lieu aujourd'hui. Aucune information n'a fuité au niveau du palais de la Nation. Cette rencontre a été ajournée. Peut-être qu'elle aura finalement lieu aujourd'hui. Nous allons tenter de revenir sur cette question tout à l'heure avec des invités qui seront avec nous sur ce plateau de kiosque. Autre sujet d'actualité ce matin, c'est cette question de la liste définitive des partis actualisés du ministère de l'Intérieur. Basile Olongo, vice-ministre de l'Intérieur, parle d'une sorte d'intox au niveau des réseaux sociaux. Il n'en est pas question, ni l'UDPS, ni le membre du G7 ont été disqualifiés, rassure Basile Olongo sur les ondes de notre consort Top Congo FM. Autre sujet d'actualité, c'est cette messe, n'oublions pas, qui a eu lieu hier au niveau de Lemba, en mémoire de Rossi Tshimanga Mukendi, à l'appel du mouvement citoyen. La journée de vendredi est décrétée journée ville morte pour honorer Francis Tshimanga. Rossi Tshimanga Mukendi. Autre sujet d'actualité, c'est cette bagarre arrangée à la primature. La justice vient à la rescousse, rentre dans la danse. Les premiers ministres en déplacement assistent en tout cas à cette vidéo. Lui-même, semble-t-il, a ordonné une série de révocations, tout comme des suspensions de personnes impliquées. Nanga poursuit avec la sensibilisation de la machine à voter. Différentes délégations des partis politiques y passent pour de plus amples informations. Merci à vous, madame, monsieur, vous qui regardez CCTV, et plus particulièrement votre magazine Kiosque. Jérôme Sekana du groupe de presse Galaxy Media est avec nous sur ce plateau de kiosque. Jérôme, bonjour. Bonjour, bienvenue. Merci. J'ai reçu votre doléance via Doudou Montieri, mais je n'ai pas eu le temps de vous le dire. Vous savez que les samedis de mon mariage, on m'avait dérobé mon téléphone les mêmes samedis à la paroisse. Voilà pourquoi je n'ai pas réactualisé mon répertoire. Vous êtes aussi la cible des petits voleurs. Voilà pourquoi quand vous m'appelez, je n'avais pas encore enregistré les numéros. C'est pardonné devant les téléspectateurs. Merci beaucoup. J'allais vous présenter mes excuses de vive voix à la télévision. Allez, Moïse Moussangana, il est de CKTV. Moïse, bonjour. Bonjour. Bienvenue. Oui, merci. Les meuniers salés, hein? Vraiment. Très salé. Vraiment. Allez, je commence directement par vous avec cette messe rapidement en mémoire de Rossi Tshimanga. C'était hier, mercredi, au niveau de Lemba. Mais les mouvements citoyens appellent à une journée ville morte le vendredi 9 mars en mémoire de Rossi Tshimanga Mukendi. Bon, écoutez, je profite de l'occasion que vous me donnez pour présenter mes condoléances à la famille Rossi Tshimanga et à son épouse. À eux, nous disons bon courage. Le sang de Rossi a été versé, mais ce n'est pas versé pour rien. C'est pour un combat noble. Je crois, et comme lui-même l'avait dit avant sa mort, qu'il va colorer les sols du Congo avec son sang pour que vive à jamais le peuple congolais pour le triomphe de l'état de droit et d'un état démocratique. Et je crois que c'est un sang versé pour un combat noble. Donc, écoutez, il y a eu la messe, bien sûr, mais le mouvement citoyen et consort, mais je crois que ça ne doit pas s'arrêter juste à une rituel, la messe. Mais je crois que la meilleure manière d'honorer la mémoire de Rossi, comme tous les autres, bien sûr, qui ont été fauchés pour l'avènement d'un état de droit, un état démocratique dans ce pays, c'est continuer ce combat, de garder allumé ce flambeau jusqu'à ce que le Congo accède finalement à cet état de droit. Très bien. Bon, la meilleure manière aussi, c'est que les gens votent un jour pour que les gens sanctionnent ceux qui ont été à la base, ceux qui politiquement avaient donné de l'ordre à la police de tirer sur Rossi. Bien sûr, qu'il soit sanctionné par les parce qu'un État démocratique voudrait bien dire des élections. Oui. Donc, nous souhaitons vivement qu'au bout du compte, le 23 décembre, il y aura des élections qui vont sanctionner. Chadar, il parle même de
de l'année 2019 et non plus 2018. Oui, je sais qu'il joue aux prolongations depuis 2016 et voilà, une énième prolongation ne nous surprendrait pas. Mais quant à la ville morte, il faut dire que c'est une expression démocratique aussi et pourquoi pas, si en mémoire des Rossi et bien d'autres qui ont perdu leur vie pour... Ça sera peut-être un test pour les Quinois qui pensent que la ville de Kinshasa a rejeté Kabila. Si les Quinois se retrouvent dans ces combats de Rossi, ils n'ont qu'à rester chez eux à la maison. Sinon, s'ils sortent, c'est qu'ils n'ont jamais été d'accord avec les combats de Rossi. Bon, voyons voir, mais vous savez que la vie du Quinois qui vit au jour le jour et qu'on sort, mais je crois qu'un sacrifice de plus ne fera pas du mal à la République. Très bien, dernière question à vous, avant de donner la parole à Paul Diakès, qui a Jérôme Sekana. L'autopsie a eu lieu, on attend les conclusions de cette autopsie. C'est vrai qu'il est aujourd'hui difficile de dire qui avait tiré sur Karine, sur Rossi. On cite la dame la major Karine, même si on ne veut pas qu'on les cite, mais c'est elle qui avait la zone opérationnelle des Mwamba. Donc, même si c'était un agent, par exemple, un brigadier qui avait tiré, je pense que cette autopsie va permettre un jour que les procès aient lieu, mais les procès aient lieu en Mbandaka. Ok, écoutez, Serge, je crois que nous ne l'aurons pas. On sait bien qu'il y aura un peu une autopsie. D'abord, il y a eu une guerre, d'abord, bien avant, entre la famille et les officiels pour l'autopsie, parce que la famille n'avait pas confiance en ce qui devait se faire. Je voulais dire que ne nous l'aurons pas. On sait comment les choses se font dans ce pays. Mais ce qui est important ici, c'est quoi? C'est quelque chose est en train de bouger. Que la police, aujourd'hui, en soit arrivée à vouloir se justifier. C'est quelque chose, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui est en train... Il n'y a pas eu de morts, après il y a eu des morts, oui. 2 morts, mais c'est mort par balle à caoutchouc, ce n'est pas Karine, c'est un brigadier qu'on montre comme ça, sans procès, c'est que ça évolue. Hein. Non, qu'on en soit là, que la police, au travers de la police, le pouvoir en général, en soi à s'expliquer, je crois que les lignes sont en train de bouger. Très bien. Jérôme Sekana, sur ce plateau de kiosque, on va parler de cette rencontre avec le minier, mais d'abord la messe, hein, en mémoire de Rossi Tshimanga. Je voudrais sincèrement m'incliner devant la mémoire de Rossi Tshimanga et présenter mes condoléances les plus émues à la famille éprouvée, parce que une perte comme celle-là, toute la République doit vraiment s'incliner devant cette mémoire. Vous savez, comme disait tout à l'heure Moïse, nous avons titré une grande première. Pourquoi? Parce que les lignes sont en train effectivement de bouger. C'est lui qui a tiré sur un autre compatriote en Mbandaka est même déjà condamné à perpétuité. Et quand vous regardez le bilan n'est plus lourd comme par le passé. Et on en était à des dizaines, maintenant on est à 2, mais ce qui est toujours mauvais, cette comptabilité macabre, mais il faut que justice soit faite. Mais Jérôme, s'il vous plaît, quand il y a eu des bilans lourds, on n'a pas aussi senti une pression, mais non, par exemple, quand il n'y a eu que 2 morts, donc chaque mort a une signification. Non, ce qui est vrai est que la police est en train de se comporter comme une police républicaine. Qui est là pour protéger la population et ses biens. Et le mot d'ordre qui était donné était clair. Moi, j'ai vu le document. 0 mort. Bavure policière peut-être. Pas de bavure policière, pas de recours à des armes létales. C'est-à-dire, il faut faire en sorte qu'il n'y ait... Et le dialogue, regardez pour la plupart des fois, les marches qui se sont produites, et qu'on a observées ici et là, certaines marches ont été encadrées par la police, escortées. Et vous voulez partir de quel point à quel point? Allez, allons-y, jusque-là. Là, ça va déjà. Moi, je pense que nous devons être positifs. Le droit de manifester, c'est un droit constitutionnel. Il faut que d'un côté, les autorités acceptent cela parce que c'est constitutionnel, et que de l'autre côté, nous qui marchons, nous puissions être responsables, exemplaires, n'est pas amener nos compatriotes vers la mort, mais essayons de revendiquer. La grande difficulté que nous avons dans ces pays, c'est que la Constitution nous accorde ce privilège, nous accorde ce droit. Mais c'est assorti de contraintes. Non, attention.
Mais il n'y a pas une loi pour exécuter cette instruction de la Constitution. Il y a une proposition de loi qui était allée, qui est maintenant chez le président de la République. Oui, mais le président de la République avait encore retourné ça au niveau de l'Assemblée nationale parce que du côté de la Cour constitutionnelle, on avait constaté qu'il y avait certains articles qui énervaient la Constitution. Ce que nous pouvons demander, c'est que comme il y aura la session de mars, c'est 15 mars, on va répondre avec la session au niveau de nos deux chambres de parlement. Alors, il serait mieux qu'on accorde une certaine priorité à ça, parce que l'image du pays est entamée même à l'extérieur. Voilà, on tue les gens, voilà, il n'y a pas de liberté publique. Je pense que dès que ce texte sera là, nous allons nous comprendre et les autorités politico-administratives n'ont pas la compétence d'empêcher une manifestation. Elles ont l'obligation d'encadrer parce que nous sommes dans un régime d'autorisation et non d'information plutôt, excusez-moi. Nous sommes dans un régime d'information et non d'autorisation. Merci de Jérôme Sekana, voilà. De la bonne gouvernance. Face au seuil électoral à atteindre, Alliance en marche, titre Géopolice de Willy Kalengai. Forum revient sur la bagarre à la primature. La justice s'est saisie de l'affaire. Les conseillers techniques spéciaux du Premier ministre, auteur de paroles indignes et voix de fait à l'endroit du DURCAB, est suspendu de ses fonctions. Adoption de la loi sur la répartition des sièges. La CENI exhorte les PPRD à s'impliquer pour lors de la prochaine session parlementaire. Nouveau code minier, on va en parler tout à l'heure. La recherche d'un difficile consensus. Comment concilier les attentes des Congolais et les intérêts des opérateurs miniers, se demande Forum ce matin. Le baromètre titre bagarre rangée à la primature. Vous avez la parole, hein, Jérôme Sekana. Oui. Révision du code minier, face à face décisif. Joseph Kabila et opérateur économique. Congo Nouveau de Simon Bofunga titre bagarre entre les gendres et les DIRCAB de Tchibala. Vive la désacralisation de la primature. CENI, parti politique, les PPRD fixés sur la machine à voter. Élection 2018 pour Nanga, 2019 pour Emmanuel Chadari. Ministère de l'Intérieur, l'UDPS et le G7 disqualifiés. Fausse alerte. Je vais terminer par ces sites scoop rdc.net. Plus médiocre que Tchibala, tu meurs. C'est pas moi qui l'ai dit, c'est un site d'Innocent Olenga. On peut parler de cette rencontre ajournée entre les miniers et Joseph Kabila? Oui, merci beaucoup. Aucune info n'a fuité Non, ce rendez-vous, à mon avis, parce que j'ai suivi de très près cette actualité, cette audience devrait avoir lieu hier, mais elle a été reportée à aujourd'hui. C'est une très bonne chose. Lorsque les miniers demandent au chef de l'État de le recevoir pour qu'il puisse lui dire leur mécontentement, parce qu'il y a des petites incompréhensions entre le gouvernement et ses miniers en ce qui concerne notamment la clause de stabilité, mais également quelques problèmes fiscaux. Mais ce que nous devons savoir, c'est que bon, le chef de l'État, il est au-dessus de la mêlée, il peut recevoir tout le monde, mais il y a des contraintes. Voilà. Il y a des contraintes. D'abord, ces codes devraient être révisés en 2012. On ne l'a pas révisé. Nous avons pris beaucoup de temps parce qu'il fallait négocier. Quand j'ai dit nous, parce que moi, en tant que société civile, je suis membre de la société civile, Toile d'Araignée a participé dans des échanges pour comprendre, parce que c'était un code vraiment dupe, hein, le plus dupe du monde. Le code de 2002. De 2002, qui accordait des facilités, des exonérations à l'import comme à l'export. Je vous dis que ces codes-là nous rapportaient seulement un peu plus de 800 millions de dollars par an. Alors que le nouveau code peut nous rapporter, et plus rapidement, plus de 2 milliards de dollars par an. Je pense que il faut que nous arrivions quand même à nous prendre en charge. La République démocratique du Congo, ce n'est pas un pays qui est bandeur, un pays qui doit vivre de l'offrande, de l'aumône et tout ça. Non, nous devons nous prendre en charge. Et les miniers doivent comprendre que si on a touché à la clause de stabilité, c'est pour faciliter le dialogue. D'ailleurs, le fait qu'il soit reçu aujourd'hui au sommet de l'État pour parler, c'est une façon de prouver à suffisance que le dialogue est permanent. Voilà. Pourquoi j'ai dit ça? Parce que les gouvernements, au lieu de réviser
en 2012 a laissé le temps, on a discuté. Cette code qui aurait dû être révisée 10 ans après, l'a été seulement 16 ans après. Vous vous rendez compte? Et le gouvernement, pendant ces temps, perdait. Et ce code, le nouveau code, réhabilite l'État congolais dans toutes ses prérogatives régaliennes, mais sécurise aussi. Donc le chef de l'État n'a pas cédé aux pressions des miniers. Non. Et quelle est sa marge de manœuvre de pouvoir aussi rencontrer les attentes des miniers? Voilà, deux solutions. D'abord, c'est difficile pour le chef de l'État de faire marche arrière. Je vous l'ai dit pourquoi. Parce que ces codes-là est le levier important pour la mobilisation des recettes aujourd'hui. La CENI attend du gouvernement quelque chose comme 400 millions de dollars. Avec le recette actuel, nous ne pouvons pas donner à la CENI au-delà des 40 millions de dollars par mois. Donc, pour donner à la CENI 50, 60 millions et boucler le budget, tout en sachant très bien que le partenaire au développement, en 2011, nous avait promis de l'argent et ils n'ont pas mis la main à la poche, ils risquent encore de reprendre le même comportement et nous risquons de nous retrouver à la fin de l'année, on n'a pas l'argent pour financer les élections. Donc, si ces codes est promulgué, nous sommes sûrs que l'État va avoir le moyen de sa politique et nous pouvons financer nous-mêmes comme en 2011. Ça, c'est la première chose. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, si le chef de l'État demande que le code rentre au Parlement, parce que s'il dit, bon, je ne signe pas, la seule possibilité qui lui reste, c'est de renvoyer. Mais les renvois devraient répondre à une période. Bien sûr. La période est dépassée, donc c'est une promulgation tacite. Non, le problème, oui, ça aussi, donc le code est, en tout cas, apparemment, devrait déjà entrer en vigueur, voilà. Parce que les délais impartis au chef de l'État est dépassé. Mais un autre élément très important, c'est que si on remet le chef de l'État, renvoie ça à l'Assemblée nationale. Ouais. D'abord, ça sera les 15 que ça commencera. Il n'est pas évident qu'on commence tout de suite à discuter de la question. Peut-être ils vont poser 3-4 questions et le débat sera houleux. Terminé au niveau de l'Assemblée nationale, il faut que ça puisse aller au niveau du Sénat. Et là, on sera déjà presque à la fin du mois. Du Sénat, ça doit rentrer au chef de l'État. Le chef de l'État, comme c'est un code important, ne pourra pas peut-être le promulguer tout de suite. Il faudra encore le renvoyer au niveau de la Cour constitutionnelle. Et tous ces temps-là, nous risquons de nous retrouver même peut-être à mi-avril pour que les codes soient promulgués. Et pourtant, les opérateurs miniers se sont fait du beurre sur le dos. Alors qu'est-ce qui n'a pas marché? Les opérateurs miniers, l'ancien code les a accordés une part belle. Ils ont eu beaucoup d'avantages. Pourquoi eux, l'État a supporté 6 ans et eux ne peuvent pas supporter 5 ans. Dernière question. Voilà. Il y a la chambre de mines de la FEC. Et à la FEC, vous avez Albert Youma Moulimbi, qui en est le numéro 1, le président du patronat. Mais Albert Youma Moulimbi est en même temps le PCA de la GECAMINE. Qu'est-ce que ces miniers-là n'ont pas pu le faire pendant la tripartite chambre des mines, société civile et gouvernement? Qu'est-ce qu'ils n'avaient pas dit, qui n'a pas été écouté, qu'ils vont encore dire aujourd'hui au président de la République? Est-ce que leurs intérêts n'ont pas été écoutés, leurs intérêts n'ont pas été mieux canalisés par Albert Youma? Je vais vous dire la vérité. Oui. Les opérateurs miniers ne voulaient pas qu'on arrive à ces changements qui est presque défavorable à leurs finances. Ils envoyaient pas des responsables qui pouvaient prendre des décisions, mais c'était des agents qui agissaient. Parce que chaque fois quand il y avait des négociations, eux, ils se trouvaient à Indaba et voilà. Tout ça. Alors, c'est de leur faute. Mais le problème, il faut, pour une fois, moi je suis d'accord avec Albert Youma. Parce que les miniers doivent comprendre que l'argent, on peut le trouver partout, mais les minerais, on ne peut pas les trouver partout, notamment les minerais stratégiques. Le coltan, aujourd'hui, il est recherché, nous régorgeons, notre sol regorge de plus de 60% des réserves mondiales du coltan, du cobalt et même du cuivre. Le cobalt, aujourd'hui, la tonne métrique est à plus de 81 000 $. Alors, comment nous n'avons pas le droit de profiter de cette embellie? Donc, il est question ici que les miniers comprennent que si nous n'organisons pas les élections en cette année, il peut y avoir des troubles, il peut y avoir des guerres. Et eux aussi, parfois, ils tirent les ficelles pour qu'il y ait des désordres. Et ils ne peuvent pas investir dans un pays en guerre. Il faut qu'ils comprennent que le peuple congolais a le droit de jouir des dividendes, de la rente minière. Ils ne peuvent pas nous imposer. Nos amis de la Côte C'est parce que ce code-là, non seulement va permettre la création d'emplois, parce qu'il y aura
la sous-traitante sera maintenant l'exclusivité des entreprises, des PME congolaises, et ces codes va promouvoir ce qu'on appelle le partage de production. Donc la GECAMIN va commencer à partager la production avec ces entreprises-là. Et en plus, l'État, au lieu d'avoir des parts de 5%, ça sera au-delà de 10%. C'est un code écologique. Au lieu de donner ce qu'on appelle un avis environnemental, ça sera maintenant un certificat environnemental. Pourquoi? Parce que ces gens-là ne peuvent plus continuer à polluer. Vous savez qu'il y a des compatriotes qui meurent des maladies respiratoires dans des mines parce que les miniers ne respectent pas la législation. Moi, je pense que le chef de l'État n'a pas bien sûr, il les a écoutés. Le chef de l'État, face à ces enjeux-là, ne peut que promulguer. Et il y a 35 ONG qui sont montées au créneau, nous en faisons partie, pour demander au chef de l'État, il est temps de pouvoir signer ces codes-là pour que nous puissions avoir les moyens de notre politique. Et comme l'État a attendu 6 ans pour modifier, nous avons ramené la clause de stabilité. Au lieu que ça soit à 10, nous ramenons ça à 5. Dans 5 ans, s'ils ont des revendications, on tiendra compte. Merci beaucoup. Des revendications. Ça, c'est l'analyse d'un expert. Hein. Je vous ai suivi sur Okapi ce matin. Bien sûr. Ok, Serge, je n'ai pas peut-être la même compétence en matière votre droit, économique que Jérôme, mais je dois dire ceci, que tout se résume en 2 choses. 1, le non-respect de la loi à partir du sommet de l'État. Vous venez de le dire. Ça fait longtemps que ce code devait être promulgué. Pourquoi n'a pas été promulgué? Dans 15 jours, on doit le promulguer, ou il entre en vigueur de fait. Et pourquoi le président ne l'a pas-il signé? Le président est-il au-dessus de la loi, de la Constitution, pour ne pas s'y plier? Voilà le problème. Voilà le problème. Donc, le manque, le non-respect de la loi à partir du sommet, ça nous ramène dans cette situation. Donc, aujourd'hui, j'ai lu 7 sur 7, par exemple, qui a dit que Kabila est au dos au mur. Sûrement, par rapport même à ce que Jérôme vient de dire, il est question maintenant de faire jouer la souveraineté. Parce qu'il y a les intérêts du Congo qui sont en jeu. Et c'est maintenant que Joseph Kabila doit gratter sur la fibre de la souveraineté. Donc voilà, mais ces gens-là, ces miniers-là, mais ils savent bien que pendant tout ce temps, on les a habitués à certaines histoires qui ne tiennent pas la route. Vous vous rappelez que, je crois que je l'avais déjà dit sur ce plateau, que Glencore devait, je crois, il y a 4 ans... Justement, c'est Glencore qui menace même de saisir la justice. Si Glencore devait même financer la guerre. Oui. Glencore devait 585 millions de dollars de pas de porte. Oui. Mais il a envoyé son ami Gettler. Et Gettler est venu négocier ça à la baisse. Et il n'a pu payer que 125 millions de dollars. Voilà comment le pouvoir a habitué ces miniers-là. Donc, des 585 millions de dollars, Glencore n'a payé que 125 millions de dollars. Et les GAP là, c'est parti où? C'est ça aussi le nationalisme. C'est ça le nationalisme. Donc aujourd'hui, je crois que le président Kabila, son nationalisme est mis à rude épreuve, où il cède aux intérêts des miniers, ou il cède aux intérêts de la République. Moïse. Donc, je voudrais, laissez-moi d'abord, sinon je vais perdre la fluidité. La fluidité, il y a aussi le problème, dans tous ces miniers-là, on en cite 7, les grands. Mais où est la GECAMIN? Où est la GECAMIN? On a saucissonné ça comme il faut. On a qui a donné à un ami, qui a donné à un frère, qui a donné. C'est une entreprise aujourd'hui qui ne représente absolument rien. Je voudrais bien saluer le nationalisme de Yuma. Mais Yuma, pendant que des ONG, pendant que les gens étaient en train de crier que le pays est en train de perdre sur cette question-là, mais Yuma était en train de défendre cette politique-là d'extraversion et consort. Mais vous savez même qu'aujourd'hui, on n'a pas eu le PEG 2 avec le FMI à cause de la mauvaise gestion de la GECAMIN par Yuma notamment, et avec des fonds qui sont logés dans les îles vierges. Alors, aujourd'hui, je crois qu'il y a un problème. C'est-à-dire qu'il faut qu'on change de gouvernance dans ce pays.
Il faudrait une alternance. C'est pourquoi il faut qu'il y ait les élections le plus rapidement possible, de telle manière qu'il y ait une alternance, qu'on change de politique. Parce que tout ça, avec les mêmes personnes et consorts, c'est juste un concert qui va se jouer et puis ça va s'arrêter. Donc oui, il faut un changement radical, et ce changement radical doit provenir. Le premier signal, c'est d'abord l'alternance au pouvoir. Moïse, est-ce qu'il y a un mécanisme, je ne sais pas moi, juridique, qui permet aujourd'hui, en dehors de la loi, en dehors de la Constitution, il y a un autre mécanisme? Parce que je vais ici avancer la ratio de la Constitution. 15 jours après, si les chefs de l'État ne promulguent pas, la loi entre en vigueur. Donc, moi, en tant que respectueux des textes, je présume que la loi devrait déjà être transmise au niveau du journal officiel pour sa promulgation. Ça n'a pas été fait, ça a été fait. Pourquoi? Je ne sais pas. Mais est-ce qu'aujourd'hui, il y a encore un mécanisme, il y a une marge de manœuvre pour le président de la République de passer outre cette disposition qui dit que 14 jours après, le pouvoir discrétionnaire... Mais il est déjà passé outre cette disposition. Ça veut dire... Au regard de quel mécanisme? Oui, non, ça veut dire qu'il s'identifie lui-même. Le président de la République s'identifie lui-même à la Constitution, à la loi. C'est lui la loi. Donc c'est son mot qui compte. C'est son vouloir qui prévaut. Qu'est-ce qui fait que la loi dit ceci et que lui va outre? C'est ça tout le problème. Qui ne vous dit pas pourquoi je ne cesse de dire que nous sommes dans une république bananière. Au cours de la réunion d'aujourd'hui, que le président dise aux miniers, ben écoutez, c'est que la Constitution, je n'ai pas promulgué, mais la Constitution nous est imposable. Cette loi est déjà d'une manière tacite promulguée et doit être transmise au journal. Bravo. Parce que aussi, j'allais perdre peut-être de vue ça. Il ne faudrait pas aussi que le président de la République se serve de cette question comme un chantage pour solliciter le soutien des multinationales. Vous savez que aujourd'hui, les multinationales sont plus puissants que le gouvernement. Oui. Donc, même si le gouvernement, par-ci, par-là, sont en train de lâcher Kinshasa et consorts, mais il y a les multinationales qui, pour leurs intérêts, sont en train de soutenir encore le pouvoir de Kinshasa. Donc, les multinationales sont capables d'agir sur leurs gouvernements respectifs pour qu'une certaine marge soit accordée aussi au président Kabila. Est-ce qu'il ne se sert pas de ça pour résoudre une question politicienne? Je ne sais pas. Vous analysez à haute voix. Voilà, écoutez... en une minute, hein. Non, écoutez, le problème du code minier, c'est un problème de souveraineté. Moi, je voudrais même que tous les Congolais se mettent debout. Même pour marcher, pour dire que nous avons besoin de ces codes-là, que le chef de l'État le promulgue. Parce que les enjeux sont des détails, je venais d'expliquer ici. Je voudrais dire 3 petites choses. C'est pas une question de Kabila. Non. Et ici, d'abord, je voudrais donner l'information à mon ami Moïse. En ce qui concerne... La Gécamine n'a pas été morcelée. La Gécamine est restée une et indivisible. Elle appartient à 100% à l'État congolais. Sauf que la Gécamine a signé 17 joint ventures avec les entreprises. Et là, la Gécamine a mis en location ces carrés miniers et qui, plus tard, ça reviendra. Et les parts, je vous dis qu'au début avril ici, la Gécamine va renégocier les contrats avec tous ces 17 partenaires-là pour revoir à la hausse. C'est pourquoi ces gens qui sont... Qu'est-ce que ça a rapporté? Écoutez. Tous ces 17, ça a rapporté quoi à la Gécamine? C'est un autre débat. Je vais dire que M. Yuma s'est repenti. Il s'est repenti. Parce que moi, j'étais le premier à tirer sur Yuma à Washington, à New York. Je me rappelle. J'ai condamné tout ça. Mais Yuma s'est repenti. Et il a même refusé de recevoir les 7 patrons-là à Indaba. Il a dit, je ne vous reçois pas. J'attends que vous veniez parce que la part de la Gécamine va passer de 5 à 10% et au-delà. Et puis, on va commencer à partager la production. Et lorsqu'il y a les super profits, c'est 50%, 50%. Ça, c'est s'il vous plaît. De deux, je pense que le chef de l'État a joué la carte de la sagesse. Vous savez que, vous avez cité Glencore ici. Ce sont ces miniers-là qui financent la guerre à l'Est. Et même qui donnent les armes et qui achètent parce qu'ils veulent passer par la petite porte pour avoir. Et le chef de l'État qui est garant de la paix, de l'unité nationale, il a l'obligation de faire comprendre tout le monde. Attention, venez donner aussi vos désiderata et voyons ce que nous pouvons faire. C'est question les arguments que vous venez de donner ici et ce que moi je viens de donner, ce sont des arguments qui tiennent la route. Alors maintenant, le peuple congolais comprendra que si les miniers persistent à ce qu'on puisse retourner encore donc ils sont derrière un complot contre le pays et la population peut même se charger parce que la population est capable de refuser la présence de ces miniers même si l'État parce que le problème nous passons même, il y a une innovation dans les nouveaux codes. On est passé il y a maintenant un contrat social qui doit être signé entre
un opérateur minier et la population locale. Et qui doit être exécuté à la lettre. Jérôme Sekana. C'est pour vous dire que c'est un problème d'intérêt national, c'est un problème. Tout le monde doit se... vous me rappelez mon grand frère. Bien sûr, il faut que nous puissions nous mettre debout et pousser le président de la République à promulguer, même ce soir. Merci mais qu'il ait le temps de leur dire que, monsieur, vous êtes fait du beurre sur le dos du peuple congolais. C'est l'ancien code de vous accorder la part belle. Maintenant, c'est le tour de la République démocratique du Congo. Vous ne pouvez pas empêcher la République démocratique du Congo d'avoir les moyens de sa politique en toute souveraineté. Juste un mot. J'accepte bien la repentance de Yuma, mais il n'a pas confessé. Il n'a pas confessé. Il est en train de confesser devant le peuple congolais. Vous avez suivi son discours à il a confessé. Merci beaucoup. Et moi, j'applaudis de deux mains. Yuma, bravo, il faut continuer. Allez, merci. S'il vous plaît, en 2001, en 2002, j'étais à Lubumbashi parce que j'étais conseiller en communication de Matungulu Mouelangi et je faisais l'intérim du service des responsables de la communication au niveau de la Banque mondiale du FMI. J'ai vu comment l'argent a circulé à Lubumbashi pour le vote des secteurs de miniers. Mais aujourd'hui, je vous dis que le gouvernement a tapé des points sur la table. Il n'y a pas, les multinationales ont tenté de corrompre nos députés et sénateurs. Ils n'ont pas réussi. Merci beaucoup. Vous comprenez? Et le code a été voté à une écrasante majorité. Félicitations. La fois passée, je disais qu'ils n'ont jamais sanctionné même pas une mouche, mais là, ils ont frappé un grand coup. Nous pouvons féliciter nos députés. Merci. Les sénateurs. Les Andeli Kamamabele. Les Andeli Kamamabele. Ok. Moi, ce qui est athée, ce code doit être promulgué. Je dirais Kabila aussi, il y a la pression populaire pour... Mais bien sûr, il va faire les choses. Il a été élu par les peuples congolais et non par les multinationales. Et ces multinationales doivent comprendre que nous avons le droit de jouir de la rente minière dans notre pays. Bagarre rangée à la primature, plus médiocre que Tchibala Tumeur, c'est le titre du site de notre confrère Innocent Olenga, scoop rdc.net. Ça donne finalement raison, qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas, à Henri Thomas Lokondo. C'est le député qui avait demandé le départ de Tchibala, mais les faits commencent quand même à nous donner raison. Je peux récapituler pour vous. Il y a eu des rumeurs à la primature. On fait des coupes sur les salaires, je ne sais pas s'il faut appeler ça salaire. 250 000, 300 000, 700 000 pour les uns et 200 000 pour les autres. Le directeur de cabinet au moins fait une mise au point pour dire que c'était des rumeurs et que ce sont des gens opposés à l'orthodoxie financière. Le lendemain, c'est les conseillers et les chargés d'études qui font un communiqué pour s'attaquer à Somo pour dire qu'il n'a pas répondu à la question. Au-delà du fait qu'il s'est enrichi, il a acquis des biens immobiliers à la hauteur de $1 million, il s'est acheté des appartements à l'immeuble CTC, et que tout. Et ça n'est suivi la bagarre. Je ne sais pas si vous avez vu ces images, cette vidéo. Si, je vis avec bien sûr des larmes aux yeux. Ouais, mais ce pays-là, où est-ce que nous sommes en train de l'amener? Il est entre les mains irresponsables. Autrefois, je disais ici que Tchibala était le plus connard de tous les premiers ministres qui sont passés par cette maison. Et vous avez demandé de retirer cela? Oui, j'avais retiré ça et je sais que... Il faut retirer encore, c'est quand même notre... Non, mais c'est que notre ami de Scoop dit est pire. Plus médiocre que Tchibala Tumeur. J'avais dit, je sais que j'ai eu des coups de fil, de menaces, ce jour-là. Et les faits vous donnent raison aujourd'hui. Et les faits me donnent raison. Écoutez, on ne pouvait pas s'attendre à quelque chose. 36 ans à côté de Tshisekedi, 36 ans de médiocrité. Et on le voit aujourd'hui. Et qu'est-ce que Tchibala pouvait faire? Parce que Tchibala, je pense qu'on lui indique même la couleur de ses chaussettes. Parce qu'à commencer par le directeur des cabinets, il n'a pas choisi. Le directeur des cabinets, il est imposé par Lumanu. Ça, c'est connu de tout le monde. C'est vrai ça? C'est vrai. C'est vrai. Tchibala n'a jamais travaillé avec Somoué pour le propulser à cette fonction-là de directeur des cabinets. C'est quand même le directeur des cabinets, c'est celui qui conçoit votre politique, c'est lui qui gère votre politique et consort. Donc il doit être en phase avec vous. Mais attendez, Somoué faisait des notions d'économie, de finances à Matata, mais Somoué qui arrive, il commence à ponctionner encore le salaire des agents et fait... Et puis, de deux, vous prenez la communication de Tchibala. Vous savez très bien que Tchibala venait squatter ici pour passer à des émissions ici.
Et depuis qu'il est Premier ministre, il n'a même pas daigné engager même un journaliste de Canal ou de CCTV. Vous ne faites pas une demande? Je ne fais pas une demande. Non, mais c'est pour dire que nous faisons notre travail. On n'a jamais demandé. On n'a jamais postulé pour être chez Tchibala. C'est Robert Ndaï qui est là-bas. Et bien au contraire, même ceux qui travaillent dans la communication de Tchibala lui ont été imposés. Vous savez, il est dirigé par qui vous connaissez. Donc, voilà. Donc, un directeur de cabinet imposé, une cellule de communication imposée, mais qu'est-ce qui reste encore? Non, s'il vous plaît. Ce qui choque ici, je ne sais pas, quelqu'un de la trempe de Somoui, qu'est-ce que son fils vient faire à la primature? Qu'est-ce que les gendre de Tchibala? C'est ça, les 35 ans côté de Tshisekedi, si vous êtes Premier ministre, vous prenez votre gendre pour qu'il travaille chez vous. Mais c'est ça l'opposition. Donc Kabila nous a quand même aidé à comprendre ses opposants. Non, c'est-à-dire quoi? La politique, pour bien des Congolais, pour bien des politiques congolais, c'est quoi? C'est un accès à un certain standing. Je vais en politique parce que je voudrais avoir une ascension sociale. Je vais en politique parce que je dois avoir de l'argent. On ne va pas en politique parce qu'on a un programme, on a une idée de ce qu'on veut faire du pays. Non. On est en politique, on doit se faire de l'argent, on doit enrichir sa famille, on engage gendre, on engage beau-frère, on engage petite sœur et consort. Et voilà. On engage des amis et tout ce monde, d'abord, à commencer par le pléthore qu'il y a dans le cabinet. Hier, Tchibala avait critiqué Kabila, que Kabila prenait ses membres de famille, ses cousins à Malembankoulou. Mais comment Tchibala qui critiquait Kabila, il vient, il prend son gendre, ses enfants, j'ai même vu le nom de son épouse. Comment vous justifiez? Donc, Félix Tshisekedi aussi fera comme ça, Kambunda ferait comme ça, Bazaïba demain, je ne sais pas moi, qui d'autre? C'est bien malheureux. Non, opposition majorité, c'est blanc, bonnet blanc. C'est bien malheureux parce que l'idéal n'a jamais caractérisé la classe politique congolaise. Donc, comme je disais, la politique depuis 60 et qu'on sort, ça a été toujours considéré comme un accès à un standing. D'ailleurs, c'est l'industrie qui paye la mieux depuis l'indépendance. Alors revenons maintenant. Si quelqu'un veut être bien payé, il n'a qu'à aller en politique. Alors revenons à ces jeux de ping-pong. Je ne sais pas moi, lui-même Somo, il ne démissionne pas. D'abord, il vient, il fait des annonces, il dit les dollars, ils ont à 10. Jusqu'aujourd'hui, le dollar est à 16 points à 1000. Et il ne se justifie pas. Ces jeux de ping-pong, il se justifie, les conseillers et chefs de bureau d'études les contredit. Et puis bon, l'affaire est restée. Après, c'est la bagarre entre les chefs de bureau d'études et les conseillers. Et Somo, qui dit vrai, qui dit faux. Et puis comment on peut travailler dans un environnement, dans une primature où les conseillers commencent à soupçonner les chefs de cabinet? Non, mais écoute, je crois que j'ai donné la réponse à celle-là. Parce que j'ai dit qu'un directeur de cabinet, c'est un poste où la personne qui l'occupe doit être d'abord en phase avec il a rang des ministres. Oui. Donc il doit être idéologiquement, politiquement, en harmonie avec son chef. Oui, et même avec tout l'aéropage qu'il y a dans cette histoire. Donc, Somo, c'est quelqu'un, paf, qui arrive là-bas comme un cheveu dans la soupe. Et voilà. Et il est là, c'est lui qui l'a placé là-bas. Il sait pourquoi il l'a placé. Et ce n'est pas pour faire la politique de la République. Et voilà où est-ce que nous en sommes. Donc, qui va encore dire que Mosengo n'avait pas raison, que ces médiocres-là dégagent? Et ces médiocres-là ne sont pas seulement au pouvoir, ils sont aussi dans l'opposition. Donc, il faudrait que demain, le peuple congolais ait cette perspicacité de dénicher les gens qui ont des valeurs, les gens qui ont l'idéal, pour essayer un peu de balayer toutes ces bandes de médiocres afin de remettre ce pays-là sur les rails. La bagarre, on a cassé des pots de fleurs, on a même filmé. Il semble que la justice en est saisie et que quelques agents sont aux arrêts. Ben, excusez-moi, moi à la place de Somo, j'ai démissionné. Vous savez, si les ridicules pouvaient tuer, on enregistrerait déjà des milliers de morts dans notre classe politique. Si toi la primature. On ne peut pas remettre les bistouris à un menuisier ou à un charpentier pour faire la césarienne et déplorer les dégâts par après. Parce qu'il va confondre le corps de la maman et du fœtus, il ne connaît pas c'est quoi le fœtus, et salut les dégâts. Et moi, je pense que ça devrait interpeller nos amis qui sont à côté ou aux côtés du Premier ministre, et même de l'opposition d'une manière globale. Et ça, moi, je ne peux pas mâcher mes mots. Le président de la République devrait, à partir de tous ces scandales,
procéder à un réaménagement technique du gouvernement, changer, parce que là, nous sommes dans une période délicate, et ceux qui nous dirigent n'ont pas la hauteur. Ils se battent à cause d'argent, c'est ça le problème. Et regardez d'abord dans quel état se trouve aujourd'hui cette primature. À l'époque de Matata, quand vous partiez là-bas, c'était un site touristique. Voilà. Mais aujourd'hui, allez-y. Regardez même la saleté dans laquelle se trouve cette primature. Les gens pensent que c'est l'ancienne maison de Tibala avec des chaises comme ça. Il y a même les climatiseurs ne fonctionnent plus. On n'ouvre plus les portes avec des empreintes digitales. Les salaires, c'est tout un problème. L'argent, c'est du désordre. Ils confondent la primature à l'ancienne maison de Tibala Alemba. Moi, je pense que comme ça. Il faudra cette fois que le chef de l'État puisse vraiment cette fois-ci mettre l'homme qu'il faut à la place qu'il faut. Il y a des personnes et quand les gens nous regardent de l'extérieur, ils disent mais ces Congolais là, ils n'ont pas des gens capables de faire du bon boulot. Quand vous regardez ce que Matata faisait, hein, et là je suis content d'en parler avec Moïse, c'est les jours et la nuit entre Matata et Tibala aujourd'hui. Donc il faut quand même qu'on ait des hommes capables de faire le boulot. Mais Tibala critiquait Matata, non? Quand Matata était tout le monde critiquait Matata. Pur que Matata. Tout le monde critiquait Matata. Mais moi, je voudrais, lorsqu'on gère la chose publique, qu'on ne mette pas en avant-plan la couleur politique. Voilà. Qu'on soit d'abord des patriotes. Parce qu'un premier ministre, il est le premier ministre de tous les Congolais. C'est lui qui gère le gouvernement. Vous avez même vu des correspondances, des ministres qui donnent des leçons au premier ministre. Où est-ce que vous avez déjà vu ça? Donc c'est pour vous dire que si remaniement il y aura, et je voudrais que ces remaniements arrivent le plus vite possible, mais qu'on mette de côté tous les incompétents. Moi je ne voudrais pas utiliser les mots médiocres que le cardinal a utilisé, parce que quand bien même c'est une évaluation. Mais moi il faut mettre l'homme qu'il faut à la place qu'il faut. Et les compétences, il y en a beaucoup en République démocratique. Si Tibala, qui aurait passé plus de 30 ans auprès de Tshisekedi, se comporte comme c'est 30 ans au chômage, monsieur. Oui, je sais, 30 ans au chômage. Pas 30 ans en train de gérer. Mais comment on peut prendre quelqu'un qui a passé 30 ans au chômage, première embauche, premier ministre? Mais c'est l'accord. Qu'est-ce que vous voulez? Il était en bonne position, il était sur la liste, et les pouvoirs discrétionnaires du chef de l'État l'a choisi. Mais les chefs de l'État ne savaient pas qu'en choisissant Bruno Tibala, il visait sur un bon cheval. Alors, je suis d'accord avec vous. Vous savez, on ne va pas en guerre avec des bras cassés. Alors, je suis d'accord avec vous. Sinon, vous perdez la guerre déjà. On choisit Tibala. Mais Tibala peut quand même faire recours à un cabinet d'experts pour écouter ses collaborateurs. Est-ce que son gendre là, attendez, son gendre, qu'est-ce que son gendre a à voir au cabinet? Ses enfants, son neveu là, qu'est-ce qu'ils ont à voir? Vous savez, la première mouture de son cabinet, il n'y avait aucune femme. Nous avions reçu aucune femme. Et vous regardez là-bas, mais le peuple d'abord là, tous les postes s'étaient donnés à ses frères. Non, c'est pas normal ça. C'est pas normal. Donc vous savez que quand on gère l'État, il faut avoir de la hauteur. Vous devez être patriote. En termes de sanctions, que ça commence à tomber sur qui? Qu'ils disent qu'il va les sanctionner, on va voir. Si ça ne dépendait que de moi, et Tibala et tout son cabinet dehors. Merci parce que ce sont des incompétents. Merci beaucoup. Ne confondez pas la primature, qui est notre matillon, hein, les correspondants en France, à l'ancienne résidence du Premier ministre à Lemba, où on entrait comme... Non, non, non. C'est le symbole de la République. Si vous entriez l'autre fois chez le Premier ministre quand il était locataire à Lemba, sans frapper à la porte, vous cassez les chaises au salon, là-bas, ce n'est pas chez Tibala. C'est notre maison à nous. Oui. Lumumba a travaillé là-bas. Oui. Il logeait même là-bas. Lumumba logeait là-bas. Son bureau était en bas et au-dessus là-bas. Et Tshisekedi qui est mort, Tshisekedi a travaillé là-bas. Oui. Mais ça fait la honte. C'est un patrimoine national. C'est un site touristique de surcroît. Merci beaucoup. Qui ne l'est plus aujourd'hui. Merci quand même au président de la République de nous avoir donné l'occasion de connaître ses opposants. C'est très bien pour Kabila avant les élections, parce qu'il ne faudrait pas que les gens demain votent les gens de l'opposition parce qu'ils vont faire mieux que les gens de Kabila. Voilà, ils font pire que les gens de Kabila. Si ce point-là, on devrait... Voilà pourquoi il faut que les candidats s'expriment. Voilà. Il faut que les candidats présentent leurs projets de société. Il faut qu'il y ait des débats entre candidats. Nous devons voir qui a quelque chose en tête qui peut proposer au pays pour trouver des solutions aux problèmes qui sont les nôtres. Madame, Monsieur, l'émission est terminée, mais j'aimerais quand même que nous puissions revenir sur cette intox
lié à une prétendue liste des partis politiques réactualisés du ministère de l'Intérieur. Le vice-ministre a dit que ce n'était pas un bon document, c'est un faux. La preuve, c'est que la CENI avait reçu la délégation de l'UDPS. Donc, plus de peur que de mal. Hein. Les partis du G7 n'ont pas été invalidés, disqualifiés. Moins encore, l'UDPS délimité. Mais on peut parler de la machine à voter, la sensibilisation se poursuit. En 2 minutes. Moi, je voudrais dire que c'est un ballon d'essai pour voir, c'est une provocation pour voir comment vont réagir les gens de l'UDPS, les gens de l'UDPS limité, Tshisekedi, et les gens du G7 et consorts. Parce que l'accord et consorts, les lois sont claires. On a dit non au dédoublement du parti politique. Ben, on voit que les partis politiques sont en train d'être dédoublés. L'exemple, agréé même par les ministres de l'Intérieur. Même. On a vu ce qui s'est passé avec Tchibala et son aile. On a agréé un parti UDPS alors qu'il existe UDPS Tshisekedi. Et c'est sous ces labels-là que Tshisekedi, y compris même Tchibala, s'est présenté aux élections, qu'il a échoué. Tchibala avait échoué, hein? Si. Oh. Lamentablement. Et il n'a même pas fait 1500 voix. Oh. Oui. Machine à voter, sensibilisation. Oui. Je crois que si nous étions dans un pays des gens sérieux, je crois que Nanga aurait plié bagage avec sa machine à voter. Vraiment. Parce que je ne sais pas. Comme il n'y a pas respect des lois dans ce pays, Nanga, vous prenez la loi 017/13 du 24 décembre 2017, promulguée par le chef d'État, la loi révisée, la loi électorale révisée. Elle est claire là-dedans, dans son exposé des motifs. On vous dit que l'accord avait demandé au gouvernement d'explorer sur ces... Nanga veut se greffer là-bas pour dire que non... on veut rationaliser les processus électoraux. Oui. Et pour tout ça, pour éviter l'émiettement de représentativité, tout ça, la loi donne les réponses. La loi dit, pour résoudre tout ce problème-là, il y a 2 solutions. La première solution, c'est quoi? C'est le seuil de représentativité légale. Il est dans la loi. Et la loi vous dit les paiements de la caution par siège visé, que ce soit aux législatives nationales comme aux provinciales. Etc. Donc la réponse est là. La loi ne dit pas que pour faire face aux coûts financiers, il faut la machine à voter. La loi dit, pour notamment faire face aux coûts excessifs des élections, il faut ces deux... Parce que la caution a augmenté. Oui. Donc la caution a augmenté avec le seuil de représentativité qui va demander aux gens de se regrouper. Donc il n'y aura plus multitude de candidatures. Les candidatures seront restreintes. Et donc les bulletins ne seront plus comme autrefois. Merci beaucoup. Bon, je ne sais pas, mais là je parle juste sur la forme. Mais si malheureusement on n'a pas assez de temps, on pouvait aussi parler sur le fond, sur la machine elle-même. Parce que jusqu'aujourd'hui, Nanga est incapable de nous donner des informations sur sa société. Il faut qu'on se débrouille pour savoir que cette société-là, elle s'appelle Miru System, et elle est localisée à Kingawa. Donc voilà. Donc Nanga devait nous donner toutes les informations sur sa société. Mais je vis quelque part en allant sur Internet, on dit que c'est une petite société qui emploie 28 personnes. Ah bon? Mais oui, qui génère à peu près 5 millions de dollars par an. Mais qui vient gagner un grand marché. Oui, j'ai vu ça sur Internet. Parce que nous n'avons pas d'informations. On doit ramasser tout ce qu'on peut ramasser sur Internet. Donc, voyez. Et puis, il y a quand même des bêtises au niveau de la CENI. Je m'excuse. Parce que Kalamba passe dans une émission sur Radio Okapi. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit que non, le marché a été passé en bonne et due forme, de gré à gré. Il évoque l'article 44 de la loi sur la passation des marchés. La passation des marchés. Oui. Or, la loi est claire là-dessus. La loi, dans son article 17, dit le marché se fait soit par appel d'offres, soit de gré à gré. Et pour que le marché se fasse de gré à gré, il y a des conditions. Oui. Et l'article 44, c'est là où le bas blesse. L'article 44
c'est relatif aux marchés spéciaux. Et les marchés spéciaux sont définis dans la loi. Ce sont ni des marchés qui ne sont concernés ni par l'appel d'offres, en partie ou en globalité, par l'appel d'offres, ni par les marchés de gré à gré. Et ce sont des marchés relatifs aux équipements de la défense nationale, de la sécurité nationale et aux stratégies de l'État. Non, les élections n'ont rien à voir avec les élections n'ont rien à voir. Merci. N'ont rien à voir avec la défense nationale et consorts. Et que même, là, il y a l'article 45 de la loi qui dit qu'il faut un décret du Premier ministre délibéré en Conseil des ministres pour passer ce marché-là. Est-ce que le marché de la CENI, il y a eu un décret du Premier ministre délibéré en Conseil des ministres qui dit qu'il faut aller là-bas? Qu'on nous le montre. Merci beaucoup. Ouais. Jean-Louis Essambo a écrit sur le marché public. Et il semble que tout l'argent du trésor public, les gens se retrouvent dans cette histoire de... Je pense que la société civile, si le politique existe, je crois qu'il faut assigner en justice la CENI. Parce qu'elle est en train de faire quelque chose qui n'est pas légal. C'est un détournement des deniers publics. Allez. Hein? Je crois que quelque part là, il faut assigner la CENI en justice. Jérôme, c'est quand vous citez tout à l'heure les rapporteurs de la CENI. Il est en sursis, hein, Jean-Pierre Kalamba. Voilà, écoutez, moi je voudrais, bon, j'ai déjà donné mon point de vue là-dessus, je voudrais insister sur les partis politiques, les dédoublements. Le ministère de l'Intérieur n'a pas... Je vous dis, c'est une goutte d'eau qui peut déborder et qui peut provoquer des remous terribles. Il faut qu'au ministère de l'Intérieur, qu'on essaye de se conformer aux termes de l'accord cadre de la Saint-Sylvestre. Parce que c'est cette liste-là qui va donner l'identité à tous les candidats qui vont aller battre campagne sur le terrain. Donc, s'il y a des confusions sur cette liste-là, s'il y a des exclusions où les ayants droit sont mis de côté, on donne à qui ne sont pas ayants droit, ça va créer des problèmes. Voilà pourquoi je tire la sonnette d'alarme. Je demande qu'avant que le ministère de l'Intérieur ne transmette cette liste à la CENI, il est temps que les amis c'est quoi la structure de notre ami Olengankoy, les Rassop Kassavoubou. Non, pas la structure qui... Les CENSA. Ainsi que les partis politiques se réunissent le plus rapidement possible pour fusionner, pour mettre de l'ordre, afin que tout le monde puisse se mettre sur la même longueur. Ainsi, le ministère de l'Intérieur va transmettre une liste non problématique, une liste qui ne va pas nous créer des problèmes. Merci beaucoup, parce que Jérôme. si le ministère s'est permis, vous voyez déjà mon ami parler d'un ballon d'essai, ça peut être vrai. Déjà une liste pareille, vous pouvez vous imaginer les dégâts ça peut causer. Donc moi je pense qu'on ne joue pas avec le feu. Merci, surtout quand on est dans un dépôt de lubrifiant. Parce que moindre étincelle, allez, les pays prennent feu. C'est l'embrasement. Merci beaucoup Jérôme Sekana pour ce numéro de kiosque. Merci à vous, cher Jérôme. Merci aussi à Moïse Moussangana. 9h30 demain, je ne serai pas de la partie. Je crois que ce sera Gisèle avec Rachel Kitita, avec des consoeurs. Gisèle, hein? Merci beaucoup. C'est le 8 mars. Le 8 mars, hein? C'est le mois de mars. Au maman. Au revoir et bonne fête aux dames de la presse.